l'aurez compris, aujourd'hui, les employeurs sont un maillon essentiel du dispositif. Ils sont eux aussi des facilitateurs qui s'engagent, et c'est à ce titre que vous devez aller en priorité vers eux-mêmes, vers leurs représentants. Ils peuvent être des responsables du secteur privé, des administrations ou des collectivités, des chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Et si les rencontrer ne sera pas forcément la tâche la plus facile finalement, vous aurez aussi, surtout, à leur exposer ce qu'est la garde nationale et comment ils peuvent la soutenir au travers de leurs collaborateurs réservistes. Cette deuxième table ronde a pour objectif donc de vous inspirer et de vous aider surtout à constituer votre propre argumentaire. Pourquoi aujourd'hui un chef d'entreprise s'engage et quel intérêt a-t-il de s'engager en faveur de la garde nationale? Donc je vais appeler à la tribune deux représentants du monde de l'entreprise. Donc déjà Laurent Giovacchini, qui est le directeur général adjoint de Soprasteria. Merci d'avoir bien voulu accepter cette intervention. En tout cas, vous le savez, nous avons signé récemment avec Soprasteria et nous avons été très sensibles à votre intervention sur LinkedIn pour valoriser finalement cette signature. Et puis monsieur Gaël Benex, qui est le directeur fiscal du groupe Casino. Et voilà, je vous cède la parole pour que vous puissiez, vis-à-vis de nos crèdes, finalement leur donner les bons arguments de vente, en tout cas de motivation pour obtenir des signatures. Et à l'issue de vos interventions, donc nous aurons deux spécialistes, en tout cas du SGGN, qui sont attachés à valoriser auprès de l'entreprise tout ce qui concerne la RSE, qui vous rejoindront pour répondre en tout cas à d'éventuelles questions de votre part. Merci par avance. Donc Louis Douroul sera là pour animer les échanges et il l'a fait depuis ce matin. Merci beaucoup, Général. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous en ce début d'après-midi pour vous parler de la manière dont notre entreprise, Soprasteria, s'implique aux côtés de la garde nationale et tout l'intérêt que l'on voit à ce partenariat. Soprasteria, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est une entreprise de service du numérique. Nous sommes ce qu'on appelle une ESN, on disait autrefois SS2I de manière un peu péjorative, ESN c'est beaucoup plus chic. Nous sommes une ESN de 45 000 personnes, dont 20 000 sont basées en France. Et pour l'essentiel, ces 45 000 personnes, ce sont des ingénieurs, des informaticiens pour l'essentiel. Et nous sommes, chez Soprasteria, tout particulièrement concernés par un certain nombre d'enjeux comme la cybersécurité, la cyberdéfense, la souveraineté numérique. Nous sommes bien sûr partenaires du ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur et d'un certain nombre de grandes organisations régaliennes, de grandes entreprises, d'organismes d'importance vitale également. Pour la petite histoire, nous sommes également responsables pour le ministère des Armées du logiciel de paye source-solde qui va succéder au fameux Louvois. Et dès le mois prochain, les marins d'active, en tout cas, je ne sais pas si ça concernera les réservistes, les marins d'active vont être payés grâce à notre magnifique logiciel, sans erreur. Tout va bien se passer. En tout cas, tout se passe bien pour le moment. Mais je préfère venir avant qu'après le mois de mai, parce que là, je prendrai plus de risques. Non, pour le moment, tout se passe bien. Voilà, plus sérieusement, revenons au sujet réserve et garde nationale. Pourquoi est-ce que Soprasteria a choisi de s'engager ? On l'a fait d'abord parce que nous avions
besoin, nous avions la volonté de soutenir les nombreux salariés réservistes qui étaient déjà présents au sein de notre entreprise, déjà fortement engagés, donc avant la signature de la moindre convention. Et pour tout dire, ce sont eux, ces réservistes, qui nous ont sollicités et qui nous ont dit « vous devriez réfléchir à la possibilité de signer cette convention ». Alors ils y avaient un petit intérêt, eux, parce que au travers de cette convention, on a amélioré leur situation, en ce sens que, par exemple, l'autorisation d'absence pour servir dans la réserve, qui est, comme vous le savez, dans le Code du travail de 8 jours, on l'a passé à 25 jours. La rémunération qu'ils ont quand ils servent dans la réserve, bien, on a accepté de la maintenir, c'est-à-dire qu'on verse le complément, déduction en fait de la sorte qu'ils perçoivent, etc. Donc ils avaient un petit intérêt personnel, évidemment, à ce que nous nous engagions, et ça peut être aussi un bon vecteur, hein, que les réservistes qui sont présents dans les groupes parviennent à mobiliser leur hiérarchie pour qu'il y ait un engagement officiel, je dirais. Mais évidemment, permettre aux collaborateurs de Soprasteria, également intéressés par la réserve mais qui n'y étaient pas encore, de bénéficier d'un accompagnement pour disposer de renseignements, pour accompagner la candidature, pour ensuite faciliter l'organisation de leur temps de réserve, c'est également un objectif que nous avions. Nous voulions plus largement aussi renforcer le rôle sociétal de notre entreprise. Ça fait partie quelque part, cet engagement, de notre politique RSE, comme on dit maintenant, et aussi, bien sûr, de notre participation à l'effort de défense et de sécurité nationale. D'une manière générale, nos savoir-faire chez Soprasteria, dans le domaine de la défense, je parlais de Source Sol tout à l'heure, et de la succession de Louvois, mais il y en a bien d'autres, notamment beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle. On n'utilise pas encore beaucoup d'intelligence artificielle pour la paix, on devrait peut-être, mais on l'utilise dans plein d'autres domaines. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est gestion des grands volumes de données, tout ce qui est temps réel, etc. On travaille beaucoup avec les armées et l'intérieur là-dessus. Et nous pensions également, au travers de cet engagement, pouvoir, si vous voulez, proposer notre statut d'acteur de la base industrielle et technologique de défense, de la fameuse BITD, au service des institutions, au-delà, disons, de notre relation commerciale habituelle. Pour rappel, hein, ce qu'on a écrit dans la convention que nous avons signée résume assez bien ça. L'engagement de Soprasteria aux côtés de la défense, la proximité de ses collaborateurs avec les sujets et les personnels de la défense ont créé un fort courant d'intérêt pour un mode plus participatif, plus impliquant vis-à-vis du ministère des Armées, vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Le renforcement de cette proximité par de nombreuses visites, programmes d'intégration de personnel militaire lors d'années d'études, participation à différents exercices de nos propres équipes, a alimenté une logique de quasi-partenariat de fait avec les armées, et ce soutien donc à la politique de réserve militaire poursuit cette ambition de participation et d'accompagnement, d'implication et de soutien que Soprasteria souhaite valoriser et pérenniser. Donc pour nous, c'est vraiment un moyen de continuer à nous ancrer. Ça ne sera pas forcément le cas de tous vos prospects et clients hein, dans l'ensemble du territoire, mais pour nous, c'était clairement aussi non seulement un moyen de répondre à la demande de certains de nos collaborateurs, et à leur intérêt bien compris, mais beaucoup plus largement de pérenniser, de renforcer notre ancrage au sein de la base industrielle et technologique de défense. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après avoir signé cette convention qui est, comme vous le voyez, assez généreuse, assez ambitieuse, avec notamment cette possibilité d'autorisation d'absence de 25 jours par an au lieu de 8 dans le Code du travail. Eh bien, nous avons communiqué, vous parliez de communication précédemment, nous avons publié un communiqué de presse, bien sûr, avec le témoignage d'un salarié réserviste sur son activité. Nous avons communiqué en interne à l'ensemble des collaborateurs en France pour présenter le partenariat et les bénéfices de la Convention. Nous avons ajouté une page dédiée à la Convention sur notre intranet. On a désigné, bien sûr, comme il se doit, un référent défense, qui est le point de contact de l'entreprise, qui est reconnu des collaborateurs pour faire le lien avec la garde nationale.
Nous avons ajouté, bien sûr, avec beaucoup de fierté, le logo partenaire de la défense nationale sur nos supports commerciaux et dans la réponse à nos appels d'offres, parce que ça constitue un petit avantage concurrentiel quand même si les dépouillements des appels d'offres ne se font pas sur ce seul critère, malheureusement. Nous avons, à la suite de la signature de la Convention, recueilli l'intérêt de nombreux collaborateurs qui ont sollicité le référent défense pour en savoir plus, et puis certains sont déjà engagés dans le processus pour devenir réservistes, donc accompagnés par ce référent. Les activités, d'ailleurs, pour nous, entreprises du numérique, elles sont variables selon les collaborateurs. Certains collaborateurs souhaitent exercer dans un domaine proche de leur activité chez Sopra Steria. Certains collaborateurs sont réservistes comme cyber, par exemple, ou dans le domaine des SIC ou au CASID, etc. D'autres, au contraire, souhaitent absolument participer à des opérations beaucoup plus sur le terrain. On a des réservistes qui participent à Sentinelle, par exemple, pour être vraiment sur le terrain et bénéficier de ce qu'ils auront appris sur le terrain dans la conception des systèmes d'information et de commandement qu'ils vont faire ensuite pour le compte du ministère. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. Donc, vraiment, les bénéfices que l'on en retire, nous, et on ne peut pas être les seuls, et je pense que ça peut être mis en évidence auprès des candidats à ce partenariat dans le monde des entreprises, c'est d'abord que le réserviste, il met ses compétences acquises auprès des forces au service de l'entreprise, après ses périodes de réserve. Et là, il y a des qualités, évidemment, qui sont très précieuses et qu'on va très égoïstement utiliser. La discipline, on n'a rien contre, par exemple, dans une entreprise. La disponibilité, on n'a rien contre. L'esprit d'équipe, on est plutôt pour. La motivation, l'intégrité, bien sûr, la fiabilité, la capacité d'adaptation, forme de management aussi, la gestion du stress pour certains qui sont en opération, et puis un sens de la fidélité aussi à certaines valeurs et à un corps social. Donc ça c'est vraiment des qualités que nos collaborateurs intéressés par la réserve ont déjà plus ou moins nativement, mais qu'ils vont cultiver et développer lors de leur période de réserve. Pour ce qui nous concerne, d'ailleurs, certaines périodes de réserve peuvent être assimilées à de la formation professionnelle continue et ouvrent le droit pour l'entreprise, ça c'est intéressant à mettre en avant aussi, à certaines indemnités au titre de la formation professionnelle, et c'est aussi un bénéfice secondaire que nous pouvons en retirer. J'ai parlé de l'attribution officielle de la qualité de partenaire de la défense nationale, c'est important. L'accès aussi à des formations et des stages proposés par le ministère des Armées, notamment pour permettre à nos collaborateurs de mieux connaître l'institution et réciproquement, de donner à voir Sopra Steria à des membres d'actifs, si je puis dire, qui ne nous connaîtraient pas et qui n'auraient pas l'occasion de nous connaître parce qu'ils ne sont pas ceux qui travaillent avec nous sur ce sol, par exemple, ou d'autres projets. Et donc ça, c'est bien parce qu'on a besoin d'être connu davantage en tant qu'ESN, en tant qu'entreprise du numérique. On est moins connu qu'un Airbus ou un Thales ou un Dexter ou un Naval Group, et on a besoin aussi de plus de notoriété, ça y contribue. Et je terminerai en disant que pour nous, cet engagement de Sopra Steria au travers de la signature de cette convention donne finalement beaucoup de sens à beaucoup de nos collaborateurs qui se sentent concernés par ces questions. Ça concrétise les valeurs du groupe, ça fait partie plus globalement donc, de notre politique de responsabilité d'entreprise. Certains collaborateurs, certains jeunes embauchés sont plus sensibles à d'autres aspects. Les actions que nous menons en faveur de l'environnement, par exemple, ou en faveur de l'inclusion numérique au profit de publics plus vulnérables. Nous avons une fondation, Sopra Steria Institut de France, qui travaille sur ces questions. Mais pour d'autres jeunes, ou les mêmes parfois, cet engagement et ce partenariat avec la Garde nationale correspond à une vraie attente sur de vraies valeurs. Donc je crois que vous pouvez, auprès d'entreprises comme la mienne, mettre en avant tous ces avantages. En tout cas, nous nous réjouissons pour notre part d'avoir signé cette convention il y a maintenant quelques mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
que vous avez mis en avant à l'instant, donc j'espère pas faire une redite un peu trop pesante. C'est pour ça que j'ai parlé en premier. Le groupe Casino, qu'est-ce que c'est? C'est au-delà de l'ancien Casino que tout le monde connaît, c'est aussi dans le quotidien le groupe Franprix, le groupe Monoprix, donc beaucoup de commerces de proximité en réalité. Et je pense que la proximité, c'est une notion, c'est une valeur au cas présent qui va se retrouver dans l'engagement en réalité de l'entreprise vis-à-vis de la réserve opérationnelle. Alors, pourquoi est-ce que le groupe Casino, en l'occurrence, qui fait 80 000 employés en France, alors certes moins d'ingénieurs, beaucoup moins d'ingénieurs, mais un maillage peut-être plus on va dire, fin de tous les tissus sociaux de notre société. C'est tout simplement ça en fait, le pari du groupe Casino, c'est de pouvoir offrir à ses salariés, à ses collaborateurs, un moyen de s'exprimer sur des convictions profondes et pour lesquelles ils verront que leur employeur en réalité les accompagne, développe et motive une forme de bienveillance et un accompagnement de tous les instants. À cette aune-là, quel est aussi le pari que fait le groupe, c'est que les trois intervenants, ou les trois parties dans cette démarche de rejoindre la réserve opérationnelle auront une forme de pari gagnant-gagnant. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'en fait on s'attend à ce que effectivement le collaborateur ait une forme de reconnaissance, on va dire peut-être de loyauté, je ne sais pas si ça pourrait s'exprimer jusque-là, mais en tout cas une vraie reconnaissance vis-à-vis de son employeur, dans les facilités et dans l'accompagnement qu'il lui octroie. Et ça, c'est vrai de l'hôte de caisse jusqu'au personnel du siège. Il n'y a effectivement pas de débat là-dessus. Ce que ça montrera, c'est évidemment que le collaborateur, on sait qu'il peut s'impliquer. Le collaborateur qui s'implique, le collaborateur qui a un projet extra-professionnel et qui est prenant, évidemment, on ne parle pas simplement d'un hobby, on sait que c'est typiquement ce genre de personnes qui sont capables de développer une grande force de travail, d'attention et là encore de loyauté vis-à-vis de son employeur. Et enfin, ça c'est notre devoir d'acteur de la cité, c'est de se dire que si le groupe Casino en l'occurrence développe ses outils et ses facilités, ce sera gagnant-gagnant pour la réserve opérationnelle, pour la garde nationale, puisque on devrait, par nos actions positives, lui permettre d'avoir accès à un vivier qui est, on l'espère, plus important que si j'ai raté toutes les parties sur la communication numérique ou ce genre de choses, mais voilà, en tout cas on viendra en ajout et en supplément de toutes les actions positives menées par la réserve elle-même. Donc, à partir de là, mais c'est le but de ma venue, mais c'est ma fonction, effectivement, comment, par ailleurs, est-ce que le groupe peut être certain de bénéficier, on va dire, de tous les atouts de la réserve opérationnelle, c'est que là, et si ça peut aider pour vous à convaincre vos correspondants de la fonction finance, c'est qu'en tout cas, d'un strict point de vue financier, il n'y a rien à y perdre, puisque il faut savoir que l'intégralité des rémunérations des collaborateurs à hauteur de l'enveloppe prévue par le Code du travail, qui sont mis à disposition de la réserve, sont déductibles de la base imposable. Alors très exactement, ce n'est pas une déduction stricto sensu, c'est une réduction d'impôt. C'est même en fait en réalité beaucoup plus efficace, puisque ça veut dire que le montant chargé des rémunérations des collaborateurs pour le nombre de jours qu'ils ont passé mis à disposition de la réserve opérationnelle sont utilisables à hauteur de 60% de ce montant, ça c'est le Code général des impôts, pour acquitter votre impôt, acquitter l'impôt de la société. Et c'est tellement efficace que si une année, ça arrive, l'entreprise que vous allez démarcher ou dont vous faites partie n'est pas bénéficiaire fiscalement, cette capacité se reporte pendant 5 ans. Donc de fait, il n'y a vraiment rien à perdre, si je puis dire, à laisser ses collaborateurs rejoindre la réserve opérationnelle et exprimer leur citoyenneté ainsi. Il n'y a aucun désavantage pour l'entreprise, au contraire. Alors c'est une motivation, c'est un moyen en fait pour le groupe Casino. On y voit effectivement une forme comment dirais-je,
contrepartie que nous a donné l'administration, ces choses-là, évidemment, ça ne peut pas être une motivation. Enfin, voilà, il faut que le message sociétal soit lui très clair. On ne fait pas ces choix-là pour des raisons fiscales, loin s'en faut. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une forme de prime qui sera offerte à toutes les sociétés qui décideront d'aider leurs salariés à rejoindre la réserve. À partir de là, comment est-ce que effectivement le groupe Casino, lui, fait vivre sa démarche vis-à-vis de la réserve opérationnelle? Il y a deux axes qui sont forts. Le premier, c'est que le groupe anime 2 fois par an, donc à chaque semestre, une forme de... Comment est-ce qu'il va appeler une convention, voilà, une convention des participants à la réserve opérationnelle qui permettent de fédérer en fait tous les collaborateurs du groupe qui font partie de la réserve, qui permettent également de les regrouper. Donc on n'a pas de comment dirais-je d'espace réseaux sociaux, ce genre de choses dans le casino, mais à minima, il y a des espaces de rencontre pour les participants de la réserve opérationnelle qui leur permettent de débattre, d'échanger, donc aussi de se sentir quelque part fédérés. Ça permet de les regrouper. Donc 2 fois par an, on les regroupe tous ensemble et ça permet effectivement de développer une forme d'esprit de corps. Et enfin, par cette action positive, ça permet aussi, in fine, d'inciter sûrement et de rendre peut-être, d'attiser la curiosité et de permettre à des collaborateurs qui le souhaiteraient de rencontrer ces participants. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Giovattini, que le groupe Steria avait étendu le bénéfice des jours de mise à disposition à la réserve opérationnelle. C'est le cas aussi pour le groupe Casino. Alors on est un peu moins généreux, on n'a pas fait 20 jours. On en a fait 15, mais simplement, il y a un petit mécanisme qui a été mis en œuvre dans le groupe et dont on est assez fier, je crois. Alors peut-être est-ce le cas chez vous également. C'est qu'en accord avec les partenaires sociaux, donc comme quoi quand on prend le temps de discuter, d'échanger, y compris des forces qu'on peut penser un peu antagonistes se rejoignent sur des messages réels, on a créé en fait un fonds de partage et d'échange des jours de RTT et des jours de congé. C'est un petit truc qui est à la mode, qu'on a beaucoup vu dans les médias, sur voilà, un collègue a tristement quelqu'un de sa famille qui est malade, ce genre de choses, pour lui éviter de faire une démission, ce genre de choses. Tristement, les collègues prêtent ou donnent des jours ou des reports de congés. Ça, on l'a fait avec un but précis qui est d'aider et de mettre à disposition et donc d'offrir à ses collègues, en l'occurrence, des jours de RTT qu'on s'est perdus parce que finalement on n'a pas le temps ou la place de prendre tous les jours prévus par la convention collective sur l'année. Pareil sur les jours de congé. Et donc ça permet en réalité aussi pour le salarié collaborateur de se sentir un petit peu valorisé puisque sa démarche est reconnue par ses collègues. Et symétriquement, les collègues qui, par peut-être manque de conviction ou par contrainte personnelle, famille, que sais-je, voilà, chacun a évidemment ses problématiques, malgré tout, de rejoindre de manière vertueuse la mécanique de la réserve opérationnelle, tout ça formant une forme de cercle vertueux qui permet là encore, évidemment, de rejoindre l'ancrage du groupe Casino socialement, et de faire une forme de cercle vertueux avec ses collaborateurs. Voilà exactement. Merci. Merci messieurs. Je vais inviter Catherine et Emmanuel à nous rejoindre s'il vous plaît pour passer à la partie échange. L'esprit de cette table ronde, c'était de vous inspirer, de venir alimenter vos arguments. Parce que comme l'a dit la générale, obtenir le rendez-vous, c'est pas le travail le plus difficile. Vous l'aurez le rendez-vous. Mais pendant les 3 minutes, pendant votre elevator pitch, vous devrez activer les bons boutons sur votre interlocuteur. Quels sont les mots-clés que vous devrez utiliser pour, derrière, susciter le « Ah oui, c'est intéressant, on va voir ce qu'on peut faire ». Et donc là, on a 2 entreprises, effectivement, qui, elles, sont déjà passées de l'autre côté de la barrière, et elles vous ont dit comment. Et je vais commencer avec Emmanuel, qui va nous parler
la politique RSE d'une façon générale et comment la garde nationale s'inscrit dans la politique RSE des entreprises. Oui, alors quand la garde nationale a été créée, donc en 2016, parmi toutes les mesures d'incitation qu'on avait imaginées, il y en avait une qui traînait depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau de pouvoir qualifier le soutien à la garde nationale comme une action de RSE. Alors la RSE, ça a démarré il y a 20 ans dans le domaine environnemental, hein, économiser l'énergie, éteigner les lumières, etc. Ça a tourné vers le social depuis une dizaine d'années, c'est l'égalité homme-femme, c'est le handicap, etc. Et depuis plus récemment, les mesures sociétales sont arrivées. Et là, on avait vraiment quelque chose à faire. Et donc, quand la directive européenne a été transposée dans le droit français, la garde nationale donc, a demandé à Bercy d'introduire cette notion dans le décret qui est donc paru le 9 août 2017. Hein, ça a été fait, je vous passe les péripéties pour obtenir que ce décret cette mention apparaisse dans le décret. Donc le décret du 9 août 2017 qui parle des publications des informations non financières, donc fait maintenant mention dans sa notice que le soutien à la garde nationale peut être considéré comme une action de responsabilité sociétale. Donc peut faire partie de ce reporting non financier. Alors voilà, c'était une première étape qui a déclenché donc beaucoup de choses. Et depuis, je suis allé faire campagne auprès des grands cabinets d'audit conseil, donc les EY, KPMG, Deloitte, Price hein, et Mazars, pour que leur département RSE, parce qu'ils ont chacun un département pour accompagner les entreprises dans leur démarche RSE, donc prennent conscience de cette nouvelle mesure. Ce que j'ai fait en allant ensuite former les consultants de ces grands cabinets, de ces 5 cabinets, donc depuis environ 6 mois. Et j'ai pu donc aller expliquer en quoi la garde nationale pouvait être considérée comme une action de RSE. Je ne vous cache pas que ça surprend toujours beaucoup. C'est une approche au début qui semble extrêmement incongrue. Maintenant, en quelques minutes, finalement, ils se rendent compte que c'est une réalité tout à fait pertinente. D'abord parce que dans cette dernière phase là, de l'action sociétale des entreprises, il y a un terme qui revient souvent à la mode, c'est la qualité de vie au travail, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, le soutien aux engagements associatifs que peuvent avoir les collaborateurs des sociétés. Donc le terrain était prêt, puisque finalement le soutien à la garde nationale, que l'entreprise soutienne un engagement, ils soutenaient maintenant les engagements des collaborateurs dans les actions associatives ou des actions locales par exemple, le soutien à la garde nationale est assez proche de cette logique pour une cause nationale et de défense du pays. Et donc la réceptivité de mes interlocuteurs a été finalement assez facile. Et donc vous avez, en plus de votre action de CRED, quelques autres ambassadeurs qui sont tous ces consultants des grands cabinets RSE là, que j'ai pu rencontrer, qui eux-mêmes accompagnent de 5 à 10 000 entreprises en France et qui ont entendu parler donc de garde nationale et RSE et vont porter ce message à travers leur action d'accompagnement des entreprises. Donc j'espère que ça va déclencher là aussi quelques entreprises à venir s'intéresser et venir chercher qui est le CRED qui pourra lui expliquer comment on fait et quelle convention passer. Voilà, il y a un petit aspect là que j'ai pu développer, c'est que dans le domaine RSE, il y a aussi des agences de cotation RSE qui, en particulier pour les entreprises qui fournissent, fournisseurs pour les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises, ont une obligation de vérifier que les fournisseurs ont un comportement éthique et écologique responsable. Et donc, il y a des organismes qui se sont mis en intermédiaire pour assurer la cotation RSE au profit des grands groupes. Et donc, ceux que j'ai pu approcher ont accepté de tenir compte de l'engagement au profit de la garde nationale dans cette cotation et de bonifier l'engagement. Donc, les entreprises que vous pourrez rencontrer, si elles sont adhérentes à EcoVadis, hein, pour ne pas le nommer, qui est un de ces gros agences là, de cotation,
peuvent faire état de leur activité de soutien à la garde nationale pour obtenir une sorte de surcotation de leur action. Alors, merci beaucoup. Pour revenir au cabinet de conseil, vous les connaissez tous. Vous savez, c'est ces cabinets que les grands groupes vont voir pour dire on a un problème, aidez-nous. Donc ça fait des alliés supplémentaires, effectivement des porte-paroles supplémentaires pour mettre en valeur l'engagement en faveur de la garde nationale. C'est bien ça le message. Voilà, exactement. Oui. Pour en passer à Catherine, en fait, on a intitulé cette table ronde « Pourquoi les entreprises s'engagent ?» On a répondu sur « s'engagent au profit de la garde nationale », mais en fait, c'est « pourquoi les entreprises s'engagent tout court ?» Est-ce qu'une entreprise qui s'est déjà engagée, par exemple, en faveur de la mixité ou de l'égalité homme-femme, va nous dire « Non, c'est bon, on a déjà assez fait pour les femmes, donc la garde nationale, non, c'est bon, on a notre cause, on n'en prend pas d'autres. » Alors justement, pour rebondir sur la RSE, il y a quelques années, à peu près 5 ans de ça, j'ai travaillé pour le groupe Renault. Le groupe Renault, justement sur cette problématique de mise en place de la convention, très engagé sur la RSE, puisque vous le savez, depuis avec Zoé et tout le reste, très engagé. Et c'est là où j'ai découvert effectivement que la RSE pouvait, que la réserve pouvait donc répondre complètement à cet engagement. C'est un fait que quand on leur présente une nouvelle convention, une mise en place, un engagement supplémentaire, non, ce sont souvent des réponses négatives qu'ils nous donnent. Or, la RSE, c'est vraiment aujourd'hui la réponse première sur laquelle l'entreprise peut s'engager. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez très bien dit, il y a déjà cet engagement citoyen, il y a cette notoriété supplémentaire qui peut être un atout pour se faire connaître, parce qu'on a besoin effectivement de cette communication d'influence. Vous avez également l'engagement également interne, donc de rallier des employés vers des valeurs supplémentaires qu'on n'a pas forcément travaillé donc, pendant quelques années. Donc là, c'est un moyen supplémentaire. Et la RSE, c'est vraiment aujourd'hui une clé donc, pour démarrer une communication interne et une communication externe. Je pense que, je vous dis, ça fait plus de 4 ans que je me suis battue pour qu'elle soit intégrée. Et j'en remercie d'ailleurs d'autres ambassadeurs pour nous avoir relayés là-dessus. Parce que quand on regarde toutes les communications qui sont faites aujourd'hui par les entreprises, les fondations qui sont aujourd'hui mises en place, on est vraiment dans ces valeurs. Donc il faut s'engager dans ces valeurs. Donc première chose, allez sur Internet, regardez sur Internet comment communique l'entreprise, ce qu'elle met en avant. Ça peut être un atout pour peut-être rebondir et se dire il y a peut-être là un moyen de communiquer avec elle auprès de ses valeurs et sur la RSE. Donc ça veut dire que finalement quand une entreprise est déjà engagée en faveur d'une cause, même si ce n'est pas la garde nationale, bah, ça peut servir de rebond pour dire si elle l'a fait une fois, bah, elle va le faire plusieurs fois. Exactement. D'accord. Je reçois encore des questions sur LinkedIn, merci, vous pouvez continuer à les envoyer, on a encore un quart d'heure d'échange. Donc effectivement, là, moi j'ai une question un peu punchy, je vais essayer de bien la retranscrire sur la RSE. C'est vrai que c'est un terme barbare. La RSE, ça parle à peu d'entreprises finalement. Et qu'est-ce que ça veut dire la RSE ? Est-ce qu'éventuellement, un de vous deux pourrait nous dire comment on pourrait vulgariser la RSE ? La RSE, ça veut dire responsabilité sociale et environnementale. Donc au départ, comme vous l'aviez indiqué, c'était effectivement très tourné sur les enjeux environnementaux, notamment les entreprises très polluantes ou pollueuses, puis les enjeux sociaux, égalité homme-femme, handicap, etc. Et aujourd'hui, ce terme recouvre un panel d'enjeux beaucoup plus vaste. Et vous disiez, c'est peu connu dans les entreprises, donc ça commence à être très connu dans les entreprises, et pas que les grandes entreprises cotées du CAC 40 ou du SBF 120, c'est vraiment devenu un must. Les agences de notation, ceux qui effectivement nous dictent la manière de faire nos rapports annuels, hein, ne comprendraient pas que nous n'ayons pas dans ces rapports, en étant chez Soprasteria, de sortir notre volumineux rapport. Eh bien, il y a un tiers peut-être de ce rapport qui est consacré, ou pas loin d'un tiers, au sujet de RSE sous tous leurs aspects, qu'il s'agisse
d'aspects sociaux, il s'agit d'aspects environnementaux, de pratiques aussi de marché. Hein. Le RSE, c'est aussi tout ce qui est éthique, tout ce qui est code d'éthique, tout ce qui est déontologie, tout ce qui est éthique des affaires, s'assurer que nos sous-traitants ne font pas travailler des petits garçons de 12 ans au bout du monde, s'assurer que la façon dont on réalise nos affaires est conforme à la loi Sapin, est conforme au devoir de vigilance. Vous savez qu'il y a beaucoup de réglementations qui ont été mises en place et qui relèvent quelque part également de la RSE. Et puis, il y a cette quatrième dimension qui est tout ce qui est engagement citoyen, l'entreprise citoyenne. Et là, avec la réserve, avec la garde, on est en plein dans cette quatrième dimension. Et on peut justement inciter les entreprises à considérer que, au-delà des actions habituelles qu'elles peuvent mener, toutes les entreprises mènent sur l'environnement, sur l'égalité homme-femme, avec plus ou moins de rapidité, mais que toutes les entreprises, que la loi oblige à avancer sur un certain nombre de secteurs, et bien là, la loi n'oblige à rien en ce qui concerne la réserve, mais c'est justement un moyen de se différencier et de faire autre chose, d'un petit peu qui est loin d'être un ringard, qui au contraire est quelque chose de différent, qui va colorer un petit peu cette politique RSE autrement, qui va non pas se substituer aux autres, mais qui va ajouter une dimension et une tonalité qui est plutôt bienvenue dans le contexte également de sécurité, souveraineté française, européenne que l'on connaît aujourd'hui. Voilà comment je caractériserais l'enjeu RSE aujourd'hui pour nos entreprises. Merci beaucoup. Je crois que Catherine voulait rajouter quelque chose, c'est un sujet qui tient à cœur. Non, pas du tout. Alors, je rebondis, je suis tout à fait d'accord. Ces valeurs aujourd'hui sont portées par les entreprises de plus en plus. Il y a un domaine, j'en discutais avec un de mes collègues CRED, qui n'est pas forcément beaucoup abordé, mais c'est tout ce qui est collectivité territoriale, tous les domaines plutôt fonction publique, les universités. Et aujourd'hui, les universités elles-mêmes commencent à s'engager, donc puisqu'elles ont signé cette charte d'engagement, commencent à s'engager sur ces valeurs citoyennes. Elles n'ont pas de RSE, puisque la RSE, c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés, mais elles ont compris également tout l'intérêt de pouvoir s'engager également auprès des étudiants, parce que financièrement, il y a des aides qui leur sont faites, et elles peuvent s'engager également auprès de leur personnel. Donc je dirais que aujourd'hui la RSE c'est pour les entreprises, mais si on pouvait l'attribuer également pour je dirais tout ce qui est fonction publique, ce serait, je dirais, une belle étape. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci, donc j'ai la transition, et je vous pose en une question, M. Bennett. Ouais. Donc, effectivement, là on est sur la définition juridique de la RSE, mais si on devait prendre la RSE dans un sens beaucoup plus large, vous travaillez avec beaucoup de prestataires, de petites PME, de petites entreprises. Quel pourrait être le discours qu'on pourrait leur tenir? Regarde, nous, Casino, on a fait ça, et vous aussi, vous pourriez le faire. Et quels seraient les arguments? Alors, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Enfin, pas au niveau des fournisseurs, mais en tout cas au niveau des concurrents. Dans la mesure où, par rapport à la RSE, ça devient, qu'on le veuille ou non, un critère de notation qu'on prend en interne. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça. C'est qu'en fait, on payait ces agences pour avoir une forme d'aperçu qualitatif de comment on se comporte, est-ce qu'on est effectivement un bon contribuable quand on parle de ma situation, ce genre de choses. De plus en plus, en revanche, les sociétés sont aussi analysées et notées sur le marché, donc à l'extérieur, par ces mêmes acteurs, donc par les agences de notation. Et ça peut-être engendrer une forme, on va dire, de cercle vertueux, dans la mesure où, en fait, nous, en tant que grosse société, on n'a pas de concurrents, on n'a que des amis, mais on se compare. Donc, mais c'est vrai, on passe notre temps à se comparer. Donc, dit encore autrement, si le principal concurrent du groupe Casino, qui est une société dont le nom est un endroit où les voitures se croisent, commence à mettre partout en avant que 10 000 de ses collaborateurs rejoignent la garde nationale et que voilà, il est évident que déjà notre patron l'aurait un peu mal pris, et deux, on ferait une communication loin pour dire qu'à nous c'est 10 500. Voilà. Non mais c'est triste. Donc ça peut servir, il ne faut pas évidemment, je pense que
dans ce qui nous occupe, c'est il ne faut pas avoir de vaine motivation ou une motivation fallacieuse, mais c'est vrai que par ce biais-là, le syndrome du bon élève, plutôt qu'évidemment la course à l'échalote, ça peut vraiment permettre aussi de déclencher une forme de mécanisme vertueux, là encore, de rejoindre. Et donc c'est potentiellement vrai aussi au niveau des fournisseurs. La RSE, aujourd'hui, on l'applique à nos fournisseurs. Alors c'est un truc du très quotidien, hein. Je pense qu'il n'y a peut-être pas un jour, mais pas une semaine sans qu'on ait un pseudo, entre guillemets, scandale sanitaire, ce genre de choses, ou des images d'abattoirs, ce genre de problématiques. Bah, c'est vrai aussi. Bah, donc c'est un cahier des charges qu'on impose à nos fournisseurs, en disant pas d'antibiotiques voilà, pour les animaux, pas ci, pas ça. On peut peut-être évoluer vers une problématique de savoir, bah, tiens, est-ce que au passage, vous, qui avez X employés, vous être, comment dirais-je, bénévolant et bienveillant dans laisser vos collaborateurs faire partie de la gamme nationale. Ça peut, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose de terminer sur un sujet que vous avez abordé en filigrane, qui est celui de l'engagement collaborateur. Donc là, on était sur une politique globale de RSE. On sait très bien que les interlocuteurs des CREAD, en général, ce sont les RH, chefs d'entreprise, ce sont les RH. Et leur problème, c'est comment on fait pour fidéliser nos collaborateurs. Alors parfois, c'est attirer les talents, c'est toute la guerre dans laquelle vous êtes sur Prasteria, sur des profils très, très ciblés, mais comment on fait pour les fidéliser? Et est-ce que pour vous, le soutien à la guerre nationale, ça fait partie de cette grande stratégie de fidélisation de vos collaborateurs? Oui, clairement. Il y a les deux aspects. Hein. Il y a recruter. La guerre des talents, on ne forme pas assez en France d'ingénieurs, on ne forme pas. Donc, c'est la guerre en permanence pour les recruter, mais aussi pour les garder, pour les fidéliser. Pour ce qui est du recrutement, moi, je crois que cette génération de jeunes diplômés, elle est en quête de sens. On l'était sans doute aussi à notre époque, mais là, ça s'exprime de manière très claire. Cette quête de sens, elle va au-delà du fait de rejoindre un groupe, de mener des projets informatiques ou intéressants, d'avoir des clients passionnants, etc. Il faut, au-delà de ça, donner un supplément de sens aux collaborateurs qui nous rejoignent. Et tout ce qui peut être de cette nature-là va dans le bon sens. Ça peut être, j'en parlais tout à l'heure, nos actions de mécénat ou dans lesquelles on demande à des collaborateurs de parrainer des jeunes créateurs d'entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui est inclusion numérique, etc. Je n'y reviens pas, mais ça peut être aussi leur donner la possibilité d'être réserviste. Et ça, c'est vraiment un supplément de sens. Et ça va jouer à l'embauche, mais aussi dans la durée, puisque, évidemment, les valeurs qui sont inculquées, développées dans le cadre de ces périodes de réserve, etc., sont pas... c'est pas le zapping permanent, c'est plutôt un engagement en profondeur, c'est plutôt la volonté de s'inscrire dans du long terme, et donc, naturellement, cela conduit ces jeunes collaborateurs à s'inscrire dans des perspectives de collaboration avec le groupe plus longues. On a évidemment toujours ce souci, au bout de 2 ou 3 ans, hein, de jeunes diplômés, on en embauche en France plus de 3500 de jeunes ingénieurs chaque année, qui se disent, bon, voilà, j'ai fait un peu le tour, mon premier poste, est-ce que je reste, est-ce que je vais essayer ailleurs? Il y a plutôt une tendance à se dire que dans un CV, c'est plutôt normal, au bout d'un premier poste de 3 ans, d'aller chercher ailleurs, et puis de faire... Et ça peut, dans de très rares cas, nous arranger, si le collaborateur n'est pas totalement en adéquation avec ce que nous recherchions au départ, mais ça peut aussi nous embêter. Et donc, quand ça nous embête, eh bien, on est bien content que des mécanismes comme celui-là viennent plutôt comme une petite musique dans leur tête, leur dire non, on est engagé sur ce projet, mais il y en a un autre qui va arriver, et puis plus largement, je suis réserviste sous Prasteria, et puis j'ai tel autre engagement, etc. Donc ça va tout à fait dans le sens de la fidélisation de ces collaborateurs, et en commençant par le recrutement, bien sûr. Merci beaucoup. Et dans le cycle de la vie d'entreprise, en tout cas chez nous, alors on a, je pense, une population qui est assez différente. Beaucoup d'ingénieurs, nous, on a peut-être plus j'ose dire, une population qui ressemblerait aux hommes du rang, peut-être dans les armées. Sur les 80 000 collaborateurs du groupe Casino en France, je pense qu'il y en a peut-être 1000 ou 2000 maximum qui auront le statut cadre, ou cadre supérieur. Donc on est quand même très dans une population qui est en recherche de reconnaissance.
Et ça, pour le coup, en plus du sens, c'est quelque chose que... Alors, je ne suis pas, moi, le référent défense du groupe Casino. Je suis là par rapport par attachement à certaines valeurs. Mais ce que me disait Jean-Robert, qui est notre référent défense, c'est qu'ils ont mis en place, en plus des petites conventions dont je vous parlais, qui permettent à chacun de se regrouper 2 fois par an, ils ont mis en place une adresse mail, en fait, qui est référent défense à comptecasino.fr, qui n'est pas autre chose qu'une boîte secondaire de Jean-Robert Lefebvre, qui est dans la réserve de Prince-Albert, je crois, de la gendarmerie, mais qui est surtout chez nous le directeur de la sécurité et des moyens généraux, parce qu'un peu dans une boîte de retail, quelque chose d'assez énorme en réalité. Donc c'est quelqu'un du niveau comité exécutif, et dont tout participant à la garde nationale, donc de l'hôte de caisse jusqu'au cariste et tout machin, a son adresse mail. Donc ça fait une forme de reconnaissance, alors pas condescendante, mais réelle, qui est de dire il existe par son engagement, et à terme il existe aussi évidemment dans la conduite de la société. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut être très vertueux, en apportant, alors c'est extra-pécuniaire, mais situationnellement, c'est quelque chose qui valorise. Merci beaucoup à vous 4. J'ai un petit point à ajouter, parce que tout à l'heure tu évoquais qu'on rentrait dans les interlocuteurs habituels étaient les RH dans les entreprises. Et en fait, j'ai constaté qu'en s'adressant aux responsables RSE, d'abord on avait une écoute très différente des RH, et les responsables RSE avaient d'ailleurs une très grande audience auprès de la direction, voire du directeur de l'entreprise. Et donc là, on pouvait au comité d'éthique. Là, j'ai pu débloquer une convention avec une grosse entreprise de la défense qui n'avait toujours pas de convention, en passant par le comité d'éthique et la RSE. Et c'est des exemples, et dont vous avez dans votre kit une fiche qui explique beaucoup de choses sur la RSE. Et on rappelle que qui dit responsable RSE dit entreprise de plus de 500 salariés, évidemment. Voilà. C'est pas tout à fait. Ça ruisselle. Il y a beaucoup d'entreprises inférieures qui se font des démarches RSE spontanément. Très bien. Merci beaucoup à vous quatre, pour les applaudir.